Bonjour et bienvenue au podcast Invest Immo, épisode numéro 4. Vous écoutez le podcast Invest Immo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, vraiment ravi de vous avoir en ligne aujourd'hui. Je suis Bruno, votre serviteur pour ce podcast dédié à l'IMO. Comme toujours, merci d'être parmi nous. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que ce podcast a été créé pour inspirer toute personne qui s'intéresse à l'immobilier. Je l'ai créé suite à ma propre expérience de premier investissement, lorsque je cherchais à obtenir des retours d'expérience d'autres particuliers qui avaient déjà investi. Alors j'espère que cet épisode vous apprendra autant de choses qu'à moi. Dans cet épisode, c'est Eric qui nous fait l'honneur de partager son expérience. Il nous vient de la région de Strasbourg. Avec 10 studios en logement étudiant au jour d'aujourd'hui, nous verrons comment il a fait son premier investissement. Eric nous parlera des 3 critères cruciaux qu'il recherche dans ses investissements. Vous découvrirez comment il fait pour avoir des étudiants qui restent en moyenne 3 ans dans ses studios. Et il nous expliquera également comment rechercher des biens idéaux pour cibler les étudiants. J'espère que vous êtes prêts pour ce super épisode. N'oubliez pas que les notes et les différentes références citées dans ce podcast sont accessibles très simplement en tapant www.investimoclub.com/épisode 4. Accueillons maintenant notre invité. Alors, écoute, merci beaucoup pour être sur cet épisode du podcast. Donc, pour situer un peu le contexte et ton parcours, je voulais savoir un petit peu quel est ton background et puis qu'est-ce qui t'a amené vers ton premier achat immobilier. Ok. Alors donc je suis Eric de Strasbourg, j'habite Strasbourg et donc j'ai commencé à investir en 2003. À l'époque, je cherchais des moyens d'avoir des revenus complémentaires ou plutôt à l'époque c'était plutôt de préparer l'avenir, enfin à long terme, on va dire 15 ans, 20 ans, je pensais presque à la retraite, on allait dire. Je voyais pas encore le potentiel de l'immobilier à l'époque. T'avais quel âge à l'époque J'avais 28 ans ou 29 ans, enfin D'accord. Voilà. Excellent. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier et bon, je me suis dit je vais commencer par un studio à l'époque. Donc j'ai commencé par acheter un petit appartement au début pour me faire la main, on va dire, parce que je me posais pas mal de questions à l'époque. Je me suis dit je vais pas commencer tout de suite par trop gros. D'accord, ok. Je comprends. Donc tu avais un petit peu d'argent de côté et l'idée d'investir dans un studio, tu l'as trouvé par toi-même, tu l'as trouvé, je veux dire, en discutant avec des gens, etc. En cherchant sur internet. Non, même pas. C'était plus, j'avais vu certaines personnes qui avaient fait ça dans mon entourage et sans trop de détails, hein, mais je me suis dit bon voilà, ça a l'air de leur convenir, donc je vais essayer de commencer par ça. Alors j'ai fait quelques visites, j'ai rencontré quelques agents immobiliers, dont un agent qui m'a fait visiter pas mal de petits appartements, mais aucun ne convenait. Et donc je lui ai dit voilà, moi je recherche plutôt quelque chose avec un standing un peu meilleur que ce qu'il m'avait fait visiter. D'accord. Et un jour il m'appelle, voilà, j'ai quelque chose qui peut vous intéresser, j'ai un studio qui est vraiment proche des facultés, qui est vraiment dans un immeuble de bon standing, est-ce que vous voulez le voir? Alors je dis ok, c'est parti. Je visite, voilà, le studio me plaît, la localisation me plaît, il y avait un balcon, une belle vue. Je me suis dit le prix a l'air correct. Bon, franchement à l'époque j'avais pas encore les notions poussées de rentabilité, tout ça, donc je me suis dit ça devrait le faire. Tu l'as fait au feeling. Je l'ai fait au feeling. Bon, j'ai quand même comparé un peu au prix qui se faisait sur les autres annonces, hein, bien sûr. Oui, ok. J'ai essayé d'être un petit peu en dessous du prix du marché, donc c'était bon, ça c'était bon. Et donc voilà, j'ai décidé de me lancer. D'accord. Alors du coup, en fait, directement pour ce premier bien, c'était tu visais des étudiants en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Donc pourquoi? Est-ce que tu visais étudiants parce que tu avais des studios, parce que tu cherchais à investir dans des studios et du coup tu pensais que c'était la cible? Non, pas du tout. À l'époque, je visais les étudiants je ne visais pas les étudiants en fait. D'accord. Ok. À l'époque, je visais plutôt un investissement avec un coût réduit. Donc je visais plutôt les studios. D'accord, ok. Et donc, ce studio, comme il était près des facultés, de fil en aiguille, voilà, j'ai ciblé sur les étudiants.
Oui. Mais c'était pas mon objectif initial. D'accord. C'est amusant aussi quand tu dis tu cherchais quelque chose de standing. À ce moment-là, est-ce que c'était justement quelque chose de standing dans l'optique où toi tu te projetais dedans, ou alors pour te dire bah comme ça il sera plus facile à louer que d'autres studios sur le marché? C'est un peu les deux parce que en fait je me voyais mal faire visiter un bien en lequel je ne croyais pas, par exemple un appartement qui ne me plaît pas, je me verrais mal le faire visiter à quelqu'un et le lui louer. D'accord. Donc je cherchais un bien où je pouvais moi-même me projeter pour pouvoir le louer correctement et parler des avantages du bien en toute sincérité en fait. Ouais, ok, d'accord. Effectivement, ouais, tu préférais avoir des choses que tu toi-même appréciais, quoi. Tout à fait. Donc alors du coup, tu as réussi à acquérir ce premier bien sans encombre particulière Bah pour la signature, tout ça, bon, ça s'est plutôt bien passé. Ma grosse peur à l'époque. Ouais, c'est intéressant. Ma grosse peur à l'époque, c'est je me demandais est-ce que je vais réussir à le louer ce bien, puisque j'avais aucune expérience de location ou quoi que ce soit, et je savais pas quelle était la demande sur le marché, ou j'avais aucune idée. Ouais. Et donc, comme j'avais cette peur, eh bien, j'ai placardé dans tous les lieux publics de la faculté. À l'époque, Internet, hein, c'était pas trop développé, 2003. Enfin, en tout cas pour les annonces immobilières, Le Bon Coin, je pense pas que ça existait. Et donc à l'époque, c'était beaucoup les journaux papier. D'accord. Et puis moi, j'avais fait des petites affichettes que comme tu ça. collais dans les boulangeries ou dans les magasins de commerce. Voilà, que je collais dans les boulangeries, que je collais dans les halls de faculté, que je collais dans les mutuelles d'étudiants. D'accord. J'en ai mis partout. Avec des petits numéros, avec plein de numéros de téléphone en bas qu'on peut arracher. Voilà, c'est ça. Ok, ouais. Ah ouais, voilà. Excellent. Du coup, tu as fait on va dire un marketing énorme autour de ce premier bien pour trouver le locataire. Oui, alors j'ai surtout, j'ai trouvé bien sûr le locataire, mais me suis surtout rendu compte de l'énorme potentiel au niveau étudiant qu'il y a sur une ville comme Strasbourg, et bien sûr Comment c'est-à-dire tu t'es rendu compte je me suis rendu compte que j'ai placardé mes affiches partout et j'ai eu des centaines de demandes hein. D'accord, ok. J'ai dû stopper, hein, j'ai dû couper mon téléphone à un moment parce que ça n'arrêtait plus. Justement, juste pour cette première expérience, comment t'as fait le process pour à partir du moment où les gens t'appelaient, qu'est-ce que tu recherchais, qu'est-ce que tu demandais, comment tu filtrais, etc. Alors tu t'en rappelles ou pas? C'est un peu différent de ce que je fais aujourd'hui. Okay. Je faisais des choses assez simples. Aujourd'hui, j'ai on va dire une sorte de procédure assez bien définie. Je peux plutôt parler de ce que je fais aujourd'hui, peut-être. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, ce que j'ai un document que j'envoie au locataire potentiel. C'est un document où je lui dis je lui donne une liste de ce que je lui demande comme document. Attends, avant ça, une personne qui voit ton annonce sur Le Bon Coin par exemple, elle te contacte par quel moyen? Par email, par téléphone? Par téléphone. Par téléphone, d'accord. La plupart du temps par téléphone. Je mets toujours mon téléphone parce que j'aime bien avoir le premier contact. Pour moi, c'est important. Voir que la personne, elle sait s'exprimer. Oui, voilà, tu peux ressentir des choses à la voix, effectivement. Ouais, tu ressens beaucoup de choses à la voix déjà. Ok. Et je pense que c'est important d'avoir un bon feeling avec ton futur locataire parce que peut-être il peut arriver dans la vie de la location que tu aies peut-être besoin d'être en contact avec lui, je sais pas, une plaque électrique qui lâche ou quelque chose. Donc si le contact passe bien au départ, c'est plus simple par la suite aussi. Ouais, tout à fait. Après moi personnellement, par contre, pour le coup, je fais premier contact par email, justement aussi pour voir comment une personne écrit en fait. Et oui. Et donc toi la personne t'appelle, après déjà t'arrives à faire un filtre à partir de cette étape. Oui. Donc tu vois s'il correspond aux critères de base, quelques critères de base quoi. Voilà, donc c'est par téléphone mais aussi par email, c'est vrai, tu as raison. J'ai aussi je réponds aussi aux mails, hein, bien sûr. Ok. Donc j'ai aussi des mails. Alors ce que j'apprécie beaucoup, c'est quand les gens se présentent, ils disent voilà, moi je suis étudiant, je vais faire 2 ou 3 ans dans tel domaine. Je cherche un studio proche de tel endroit. Enfin, une personne qui explique un peu ce qu'elle recherche. Ouais, c'est déjà beaucoup plus rassurant qu'une personne qui dit je suis intéressé par votre bien, est-il disponible? Oui, c'est vrai. C'est plus lisible, oui, je comprends. Ouais. C'est plus lisible. Ouais. Ou alors souvent j'ai les parents qui me contactent aussi. Directement les parents des étudiants qui me contactent. Voilà, j'ai ma fille qui va faire 3 ans en école d'ingénieur. Est-ce que l'appartement est toujours disponible? D'accord, oui.
Alors du coup, tu leur envoies ou tu leur dis à l'oral la liste des documents? Je leur envoie toujours le document, le PDF. J'ai un PDF que je leur envoie avec la liste des documents. Donc c'est photocopie des cartes d'identité, les dernières fiches de salaire des parents, dernier avis d'imposition des parents. En gros, c'est à peu près ça les documents que je demande. D'accord. Voilà, oui, c'est ça. Okay. En fait, ça c'est dans un premier temps, et après, une fois que le bien est loué, je demande encore d'autres documents, par exemple. Tout ce qui est certificat d'assurance et ce genre de choses. Okay. Donc j'explique bien dans mon document qu'il y a 3 phases en fait. Il y a la phase pour la visite, après pour la signature, il y a d'autres documents, et après un ou 2 mois après l'entrée dans les lieux, il y a encore d'autres documents à fournir. D'accord. Oui, comme ça les choses sont bien claires pour tout le monde. Non, c'est sûr. Donc la première phase, ils te renvoient les documents et après tu conviens d'une visite, c'est ça? Oui, ou alors ils les emmènent lors de la visite. D'accord, ok. Et donc toi tu fais des visites, tu planifies tes visites, je sais pas, comme un quart d'heure, t'essaies d'enchaîner sur une demi-journée. Alors jusqu'à présent, j'ai pas fait comme ça parce que comme avant je travaillais, en fait quand je faisais les visites, c'était souvent je le faisais entre midi et 2 ou bien le soir. Donc en fait, je pouvais peut-être accueillir 2 ou 3 personnes maximum. Donc je faisais pas une matinée où j'enchaînais les visites. D'accord, ok. Alors c'est vrai que ça peut être plus efficace de faire comme ça, mais bon, faut avoir 2-3 heures quand même pour le faire. Il faut aussi que ça arrange les locataires, c'est pas toujours le cas. Donc pour le moment, je me suis toujours adapté aux locataires. Et ce que je dois dire aussi, c'est que j'ai pas eu besoin de faire 10 visites pour les louer en 3 ou 4 visites, même des fois en une visite, c'est réglé. D'accord. Ça va très vite. Ok, ouais, effectivement. Donc t'as réussi à mettre un process, à optimiser un petit peu ces temps et cette phase de recherche de locataire, du dépôt de l'annonce jusqu'à la sélection de ton locataire, quoi. Voilà. Ok. Donc juste pour revenir à ton histoire, au parcours, donc t'as eu ce premier bien étudiant, comme tu disais, c'était quelque chose d'assez bon standing, t'avais même pas besoin de refaire de travaux ou rien du tout à l'intérieur quand il a acheté, tu l'as mis prêt à louer? Sur celui-là, il était en bon état. Ok, d'accord. Je pouvais le louer en l'état. D'accord. Et donc ensuite, tu as réalisé d'autres opérations. Oui. Alors ensuite, 2 ans après, j'en ai acheté un deuxième. D'accord. Et après, ça s'est accéléré. Après un troisième. Et après, j'en ai acheté plusieurs par an. Là, l'année dernière, j'en ai acheté 4. Ok. Cette année, ça reprend là. Maintenant, c'est 4 par mois ou 4 par jour demain. Ah non, 4 par an, c'est déjà pas mal. Oui. Ça prend quand même un petit peu de temps. Enfin, disons la phase d'achat prend du temps. Après, une fois que c'est loué, c'est passif. Et, qu'est-ce qui explique cette, on va dire, accélération? Pourquoi tu as mis 2 ans entre les 2 premiers? Et puis après, pourquoi tu as décidé d'aller plus vite, de faire plus d'opérations? Alors pour plusieurs raisons. D'une part, j'ai découvert que ça pouvait être une source de revenus alternatifs. Ok. Déjà, ça donnait un autre attrait à ce type d'investissement. D'accord. Ensuite, je commençais à plus j'en achetais, plus je maîtrisais les choses, donc ça devenait de plus en plus facile. Et même, en fait, même depuis le début, je prends du plaisir à faire ça. D'accord. Le fait de louer un appartement pour quelqu'un qui fait ses études, en fait, tu aides quelqu'un pendant ses études à avoir un bon cadre pour réussir ses examens. Enfin, c'est vraiment, moi, quelque part, ça m'apporte une satisfaction. Ouais, tout à fait. Ouais, ok, d'accord. Justement, tu disais que la phase d'achat prend du temps. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est ta manière de procéder pour trouver des biens qui correspondent? C'est quoi tes critères un petit peu de sélection? Et puis jusqu'au compromis et à l'achat, comment tu fais? D'accord. Alors, je vais peut-être commencer par répondre sur la question des critères. Tout à fait, effectivement. Avant même de faire une recherche, faut savoir ce qu'on recherche. Voilà, tout à fait. Moi, c'est clair. Bon, on parle ici de meublés étudiants, d'investissement de petits appartements étudiants. Oui. Mais pour rester général en immobilier, il y a vraiment beaucoup de stratégies différentes. Oui. Et pour moi, en fait, il y a 3 critères auxquels je fais toujours attention. D'accord. Le premier critère, c'est la maîtrise du risque. Est-ce que on va faire attention, par exemple, au fait, est-ce qu'il va y avoir des vacances locatives? Est-ce que la revente va être possible et facile?
Est-ce que le prix d'achat n'est pas trop élevé ou le risque financier n'est pas trop élevé? Ça, c'est un premier critère. D'accord. Maîtrise du risque. Ok. Ensuite, le deuxième, c'est le critère. Comment tu l'évalues ça, la maîtrise du risque justement? Par rapport à la vacance, par rapport à la revente potentielle, par rapport aux impayés, je sais pas si c'est applicable à ta niche. Alors moi, en fait, ma niche, justement, je l'ai choisie pour que la maîtrise du risque soit vraiment minimale. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que j'investis dans des villes étudiantes. Oui. Donc la revente, elle est de toute façon très très facile. Pourquoi? Parce que c'est dans des villes étudiantes, donc il y a de la demande, il y a vraiment beaucoup de demande, et en plus c'est des appartements qui sont pas sur des gros montants, donc ça c'est très liquide, Oui. ça se revend très facilement. Ouais. Oui, c'est donc vrai. Ça c'est une première chose. Après, c'est stable sur le long terme parce que dans les villes étudiantes, ces villes étudiantes, dans 20 ans, elles seront toujours des villes étudiantes. Ça se développe, ces villes-là, elles se développent, donc la demande étudiante, elle sera toujours là. Je vois mal une ville comme Strasbourg, dans 20 ans, ne plus avoir d'étudiants, c'est impossible. Oui, tout à fait. Donc là, il n'y a pas de risque non plus. Et au niveau des vacances locatives, en fait, c'est ce que j'explique souvent, c'est que les appartements étudiants, on me pose souvent la question, est-ce que pendant l'été, ils sont loués ou ils sont vides? Oui, tout à Alors, fait. en fait, moi, j'ai jamais eu de vacances locatives, si ce n'est peut-être 10 jours ou 10 jours par-ci par-là entre deux locataires. Ok. Mais en général, les personnes louent déjà au mois de juin ou de juillet pour la rentrée en septembre. D'accord. Ok. Donc les appartements sont toujours loués. D'accord. Ok. Donc ça aussi, maîtrise du risque, voilà. Alors je vais peut-être continuer sur le deuxième critère. Le deuxième critère, c'est la tranquillité. La tranquillité, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des revenus passifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'intervenir beaucoup pendant la phase de location. Donc par exemple, je fais la différence entre, par exemple, la location saisonnière, c'est moins tranquille que un investissement, je sais pas, Pinel par exemple, pour prendre les deux extrêmes. Hein. Tout à fait. Donc il y en a un, vous faites vraiment rien, vous faites confiance à votre promoteur, ou à votre vendeur d'opération Pinel, et l'autre, location saisonnière, vous intervenez parce que vous devez vous occuper des réservations, éventuellement du ménage, enfin de différentes choses. Donc ça, c'est moins tranquille. Oui. Voilà. Donc justement, t'évalues à combien de temps par mois ou par semaine à t'occuper de. Alors aujourd'hui, tu as combien de biens? Une dizaine, voilà, c'est ça? une dizaine, ouais. D'accord. Combien de temps à peu près pour donner une idée à nos alors auditeurs? là, pour 10 appartements, j'ai de temps en temps, alors on va dire allez, 1 ou 2 fois par an, j'ai un petit bricolage à faire, je sais pas, par exemple, oui, comme je disais tout à l'heure, une plaque électrique qui lâche. Ok. Donc c'est rien en fait. Quelques bricoles de maintenance et puis après le temps potentiel de départ et de recherche. De départ et de recherche. Allez, je l'évalue à... C'est pas facile à évaluer, j'imagine, c'est clair que... Allez, on va dire pour 10 biens, on va dire, allez, maximum, j'ai deux changements locataires. Allez, par an. Donc Okay. Un changement locataire, faut mettre les annonces, faut faire les visites, ça va très vite. Hein. En 1 ou 2 visites, j'ai loué. Allez, on va dire 5 heures, 6 heures de travail. Faut signer les baux aussi. Allez, on va dire 8 heures de travail, une journée de 8 heures de travail, on va dire. Okay. Plus après les petits travaux, allez, on va dire 10, 12 heures de travail par an, on va dire. D'accord, ok. Mais en fait, ça, c'est pour la partie purement locative. Hein. Pour la gestion comme locative. je disais tout à l'heure, le gros du travail, c'est la recherche de nouveaux biens. Mais ça, c'est la prospection, c'est autre chose. Tout à fait, exactement. Et donc, le troisième critère. Donc, on a parlé de la maîtrise du risque, de la tranquillité. Et le dernier critère, c'est la rentabilité. Ça, tout le monde le connaît. Hein. C'est ce qu'on regarde souvent en premier. La capacité à générer des bénéfices plus ou moins importants. Donc, suivant le type d'investissement qu'on fait, par exemple la location saisonnière, c'est connu pour avoir des bonnes rentabilités. Mais le meublé étudiant, je peux vous garantir, ça a aussi de très très bonnes rentabilités. Moi maintenant, je regarde plus que je ne prends que des affaires qui ont des rentabilités à 2 chiffres. D'accord. Voilà. Ok. Donc supérieur à 10% rentabilité brute, c'est le critère très important que tu prends en compte. Voilà, tout à fait. D'accord. Et juste pour revenir tout à l'heure sur le deuxième critère du temps passé, le turnover moyen de tes biens étudiants, parce que dans mon idée en fait je pensais que c'était maximum 2 ans en moyenne sur les biens locatifs étudiants. Est-ce que tu as ou tu as j'ai fait le calcul l'année dernière. En fait, si je fais la moyenne, c'est 3 ans et demi.
Ok, d'accord. étudiants en moyenne restent 3 ans et demi dans mes appartements. J'ai eu une étudiante qui est restée 7 ans. Voilà, c'est des fois. Aujourd'hui, c'est vrai que les études sont de plus en plus longues. Hein. D'accord. Là, Elle était plus étudiante pendant 7 ans. Si, jusqu'à la fin, elle était étudiante. Ouais. D'accord, Ouais. ok. Donc, ouais, effectivement, ça remet un peu en question les idées reçues qu'on peut avoir sur les locations étudiants. Mhm. Du coup, quand tu nous parles de cette charge de travail qui est assez faible finalement, on peut dire que c'est quelque chose qui est faisable par quelqu'un qui a un travail à temps plein. Tout à fait, tout à fait. Je l'ai fait pendant plus de 10 ans avec un travail à temps plein. Ouais. Ok, d'accord, ok. Il y a deux choses à prendre en compte. C'est quand vous choisissez votre locataire, évidemment, choisissez un locataire qui va rester longtemps. Si vous avez le choix entre un locataire qui va rester 6 mois ou 1 an et un autre qui fait des études de médecine, voilà. Enfin. Ouais. Je pense que vous allez prendre la solution de facilité, je pense. Oui, bon, les études de médecine à partir de la 2e année. Hein. Oui, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ouais. Ou alors école d'ingénieur. Moi, j'aime bien école d'ingénieur. Il reste souvent aussi assez longtemps. Il n'y a pas de, parce que moi je me rappelle quand j'ai fait une école d'ingénieur, il y avait des voyages et des stages de stages à l'étranger, ouais, oui. justement. Du coup, moi j'ai changé à chaque fois toutes les années de logement. Pour toi, c'est pas le schéma classique de tes locataires, j'imagine. J'avais une locataire qui avait fait un stage, mais je crois que c'était 2 mois et demi. D'accord. Et elle avait gardé l'appart. Ok. Parfait pour ces critères. Oui. Et j'avais juste une deuxième chose aussi pour que les gens restent longtemps. Évitez de prendre des trop petites surfaces. D'accord. Si vous avez un 13 mètres... C'est-à-dire pour toi, dans le studio, qu'est-ce que tu dis? Moi, je dirais au-dessus, allez, pour être tranquille, prenez au-dessus de 20 mètres carrés. Bon, je dis ça, mais je suis en train d'acheter un 18 mètres carrés, donc évitez en dessous de 15 mètres carrés, évitez, parce que là, vous allez avoir du turnover. Ok, ouais. Donc, ok, au niveau des critères, donc tu mets ça sur les sites de petites annonces sur Internet pour trouver tes biens. Est-ce que c'est ta stratégie de recherche aujourd'hui principalement ou non, pour trouver les bonnes affaires, il y a des tonnes de manières de trouver les bonnes. Celle que tu recommanderais aujourd'hui à quelqu'un qui débute. Une manière de faire qui est efficace. Moi, franchement, le truc que je recommande vraiment, il faut se construire un petit réseau. Mais c'est très facile de se construire un réseau. Évidemment, comme tout le monde, vous regardez les annonces sur Le Bon Coin. Bon, alors là, vous avez plein d'annonces et vous avez plein de personnes qui regardent, donc vous êtes en concurrence. C'est pas là obligatoirement vous allez facilement trouver les bonnes affaires. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, vous regardez les annonces et là, faites des visites. Ok. Faites des visites avec des agents immobiliers ou même avec des particuliers. Ce qu'il faut, c'est créer un lien avec ces personnes. D'accord. Avec les agents immobiliers, vous allez leur dire, ok, on vient de visiter un bien, bon, il est peut-être trop cher, donc je vais pas le prendre, mais moi, voilà ce que je recherche. Je recherche tel profil de bien, un studio étudiant, par exemple, dans tel quartier, voilà, à telle distance maximale. Et si vous avez quelque chose sous la main, appelez-moi directement, moi, je peux réagir rapidement. En fait, ce qu'il faut, c'est donner la confiance à l'agent immobilier ou même au particulier que vous êtes quelqu'un qui peut sortir rapidement de l'argent et qui peut lui faire gagner beaucoup de temps. Parce que ce que veut pas l'agent immobilier ou le vendeur, c'est perdre son temps à faire 10 000 visites, quoi. Lui, s'il peut vendre rapidement, il est content. Donc, si vous lui dites, voilà, le prochain bien que vous avez, vous me téléphonez, s'il correspond, je peux agir rapidement. Voilà, si le prix est intéressant, si tout ça correspond, il va vous appeler. Ok, d'accord, ouais. C'est vraiment une très bonne approche de commencer rapidement à visiter. Et puis aussi, ça permet de vraiment sentir, entre guillemets, le marché, de sentir quels sont les différents types de biens qui sont présents, etc. Parce que quand on fait la première fois, il y a beaucoup de choses en théorie, etc. On est derrière son écran, mais rien ne vaut rien ne vaut de voir en présent, en physique, et de rencontrer les gens, comme tu dis, parce que oui, c'est vrai, l'immobilier, il y a aussi une grosse partie humaine derrière. C'est pas uniquement de la pierre. Ouais, bien sûr. Donc cette petite action de déjà visiter très rapidement, c'est effectivement un très bon conseil. Ouais, il faut faire les premiers pas et après les choses se mettent en place. Vous commencez à avoir des contacts et les gens vous appellent. Et bon, après il y a plein d'autres conseils, mais on pourra voir ça une prochaine fois. Ouais, d'accord. Alors du coup, toi aujourd'hui, tu aimes bien, comme j'ai compris, les agents immobiliers qui peuvent te donner des bonnes affaires en avance dès qu'ils l'ont. Oui, c'est une méthode parmi d'autres, mais après il y a plein d'autres. Il y a les notaires aussi qui ont des affaires, qui ont même des sites internet avec des annonces. Alors toi, du coup, est-ce que tu as déjà eu une expérience, une petite anecdote avec un notaire ou? Alors j'ai un notaire maintenant que je commence à bien connaître, puisque c'est lui maintenant qui me fait la plupart de mes contrats d'achat et de vente.
Et en fait, lui, il est sur le coup. Donc, dès qu'il trouve une affaire, il m'a même proposé d'investir en commun, en SCI. Donc, il voit que mes investissements marchent, et donc, du coup, il a envie de créer une SCI en commun. Donc, c'est plutôt bon signe. D'accord. Après, peut-être que pour le premier investissement, on n'a pas encore eu l'occasion forcément d'avoir eu un notaire, et on va peut-être pas appeler un notaire pour lui demander s'il a des biens. Non, vous pouvez déjà aller sur le site internet des notaires. Des fois, il y a des bonnes affaires aussi. Et en fait, ils ont des sites internet, mais ils publient pas toujours sur Le Bon Coin, ou rarement, très rarement. Donc, ce qu'ils ont sur leur site, c'est exclusif. Hein. Souvent, c'est des séparations ou des successions. Donc là, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est vendre rapidement. Donc, le prix n'est pas un critère, n'est pas le critère le plus important pour le vendeur. Donc, vous avez souvent des bonnes affaires. Oui. Ce que vous pouvez faire, c'est vous allez sur les pages jaunes, vous regardez les notaires dans les environs, et vous allez sur les sites internet des notaires, vous verrez de temps en temps, il y a des annonces intéressantes. D'accord, ok. Donc toi, ton marché, c'est les étudiants, les studios pour les étudiants. Donc toi, tu es en particulier sur l'agglomération, la ville de Strasbourg. Par rapport aux universités, est-ce que tu cherches pour toi des studios qui sont vraiment collés à l'université, très très proches, ou alors est-ce que tu as une autre manière de faire justement pour cette niche-là des studios étudiants meublés? C'est une très bonne question. Et en particulier à Strasbourg, et peut-être qu'il peut s'appliquer à d'autres villes étudiantes en France, quoi. En fait, c'est une très très bonne question, et ma réponse, en fait, elle va être générale, puisqu'elle va s'appliquer à toutes les villes étudiantes en France. C'est pas uniquement pour Strasbourg. En fait, ce qui est important, c'est pas obligatoirement d'être à côté des facultés ou des universités. Ce qui est important, c'est que l'étudiant puisse y accéder facilement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ait accès au transport en commun. D'accord, ok. Donc, si vous voulez chercher où investir, vous allez sur Google Maps, vous regardez la carte des transports en commun. Voilà, des transports en commun. Vous avez une option pour l'activer. Vous voyez les lignes de tram et tout ça. Vous avez une option sur Google Maps. Vous regardez l'endroit où sont les différentes universités. Et vous regardez tous les quartiers qui sont reliés par les transports en commun. Et ça y est, là, vous avez votre champ d'investigation. Et ça fait pas mal de mètres carrés, de kilomètres carrés pour trouver les bonnes affaires. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je sais que dans de nombreuses villes en France, les universités sont un petit peu à l'extérieur de la ville. Les campus sont parfois à l'extérieur de la ville. Et du coup, je sais pas, est-ce que toi, tu vises des biens qui sont en centre-ville, pour les gens qui vont à l'extérieur de la ville sur leur campus, ou tu cherches aussi des choses qui sont sur le campus un peu externe, en périphérie de la ville? En fait, comme dit, le critère, c'est que l'étudiant puisse aller facilement sur son école ou sur son université. Et en général, les centres-villes, c'est pas ce qui va être le plus rentable, parce que les centres-villes sont très chers. Effectivement. Et donc, c'est vrai qu'il y a une demande. Il y a certains étudiants qui veulent absolument être au centre-ville. Mais vous allez moins bien vous y retrouver que sur un bien qui sera un petit peu plus éloigné, mais qui par contre va tout à fait convenir à une autre clientèle. Moi, j'ai une personne qui préfère être au vert et donc qui est prêt à faire 20-25 minutes de transport pour aller à l'université, parce qu'elle voulait pas être sur le lieu, elle voulait ni être au centre-ville ni être à l'université, elle voulait être un peu à un endroit près il y a une petite forêt à côté, elle a le parcours de santé, elle voulait être là, et donc elle est très contente. Et moi aussi, je suis très content, parce que là-bas, je l'ai acheté beaucoup moins cher que si je l'avais acheté au centre-ville. D'accord. En fait, c'est une petite cabane dans une forêt, c'est ça? Ah non, c'est quand même bien isolé. D'accord. Bon, écoute, super. On va passer à la dernière section de l'épisode. Mm-hmm. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, du coup, Eric, je vais te poser les 4 questions que j'essaie de poser à chaque invité. Donc, la première question, c'est de savoir s'il y a un livre que tu recommandes souvent. Il y en a plusieurs. Okay. Alors, essaye 2. Allez, 2 et je te ferai un bonus. Alors, le premier livre que j'aime bien, c'est le livre qui s'appelle « Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros ». C'est un titre très long. Oui. C'est un livre de Goulwen Tristan. Alors, l'auteur, c'est un pompier. Un pompier. C'est un pompier, en fait, qui a décidé d'investir dans l'immobilier, qui avait des revenus
pas nécessairement super élevé, mais qui s'est constitué un énorme patrimoine. Je crois qu'aujourd'hui, il doit avoir 25 appartements. Et dans son livre, il explique comment il a fait ça. Mais alors, bon, là, c'est vraiment du underground, hein, parce que il utilise plein de techniques de magouille, c'est pas des magouilles, c'est tout à fait légal, mais il va chercher vraiment très très astucieux. Donc, et du coup, c'est bien pour un débutant qui veut faire son premier. Mais oui, parce que en fait, là, ce livre, si vous êtes débutant, vous lisez ce livre, vous allez vous dire, si lui, il arrive à faire ça, pour moi, ça sera facile, quoi. À côté, pour moi, ça sera facile. D'accord, ok, super. Parce que là, vous voyez vraiment. Ok, on mettra les liens vers les livres sur les notes de l'épisode sur le site investimoclub.com. Alors du coup, il y avait un deuxième livre que tu voulais. Le deuxième livre, c'est le livre d'Ellis Frank, qui est connu. Hein. Comment je suis devenu rentière en 4 ans. Donc Ellis Frank, c'est une personne qui a aussi commencé à investir de manière assez agressive, de manière assez risquée. Moi, à mon sens, elle a pris beaucoup de risques, mais ça s'est bien passé. Mais en fait, le fait de prendre des risques, elle a pu acheter des appartements vraiment pas chers. Et donc, du coup, elle les a remboursés très rapidement. Et puis après, elle était rapidement rentière. Mais là, bon, c'est pour montrer. Je dis pas que c'est un exemple à suivre, hein, mais c'est pour montrer que on peut arriver à des résultats vraiment impressionnants et que bon, c'est pas nécessaire de prendre des risques aussi élevés. Et on peut quand même arriver à des choses très intéressantes sans prendre des risques nécessairement aussi élevés. Ok. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième. Et puis j'ai un bonus aussi. Le bonus, ça n'a peut-être rien à voir avec l'immobilier, mais c'est Dis-nous. En fait, c'est Arnold Schwarzenegger qui a écrit sa biographie Total Recall. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et en fait, Schwarzenegger, c'est un passionné d'immobilier. Il a énormément investi dans l'immobilier. Ouais, exact. Surtout aux États-Unis. Et dans son bouquin, il y a plusieurs chapitres qui parlent d'immobilier. C'est très intéressant. Ça donne beaucoup d'idées et de motivation. Ouais, et en passage, la vie autre d'Arnold Schwarzenegger aussi assez impressionnante. De passer Mister Univers jusqu'à gouverneur de la Californie. Effectivement, c'est un destin assez original. Tout à fait. Ok, super. Merci beaucoup pour ces suggestions. Deuxième question. L'adage dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Mm-hmm. Je voudrais savoir si toi, il y a une erreur que tu as faite et qui t'a appris beaucoup de choses. Et du coup, que tu alerterais les gens, surtout ne pas la reproduire, quoi. Alors oui, je pense que ça va faire gagner pas mal d'années à beaucoup de personnes. En fait, l'erreur, bon, c'est pas une erreur monstrueuse, mais au bout de quelques années d'investissement, il y a un truc qui me gênait beaucoup, c'est que c'est quelque chose que j'avais pas vu au départ. Enfin, en fait, ça s'est amplifié au fur et à mesure des années. C'est que je me rendais compte qu'une grosse partie de mon loyer partait en impôts. D'accord. De tes revenus locatifs. De mes revenus locatifs. Parce qu'au début, okay. En fait, ce qui est important, hein, le choix du régime fiscal, c'est vraiment très important. Et moi, au début, je connaissais pas les différentes options qui s'offraient à moi. Donc, je suis parti sur le truc le plus simple. Location nue, voilà. Et donc, au bout d'un mois, je me suis dit, mais pourquoi quasiment la moitié de mes bénéfices, ils partent aux impôts. D'accord. Et après, donc, on s'enseigne, on trouve d'autres régimes qui sont plus adaptés pour. En plus, le logement étudiant, c'est vraiment très adapté. Okay. Donc voilà, ça c'est. L'erreur, c'est de négliger le côté fiscal au début. D'accord, effectivement. Et si vous faites des petites surfaces, vous pouvez facilement voir le statut LMNP, loueur meublé non professionnel. Voilà, par exemple. D'accord, ok, super. Alors une petite troisième question plutôt personnelle, à part l'immobilier, est-ce que tu as des loisirs ? Oui, bien sûr. Alors en fait, pour le moment, je sais pas si on peut appeler ça un loisir, mais comment j'occupe mon temps quand je ne cherche pas d'appartement ou quand je ne fais pas de blogging, eh bien je passe beaucoup de temps avec mon fils qui a 5 ans, parce que je trouve que c'est un âge un super âge, donc je fais plein de trucs, on fait des sorties en nature, on fait des balades, on part en voyage. J'adore les voyages. J'étais récemment aux Canaries, voilà, vraiment des super moments. Ça c'est comment j'occupe mon temps. Après j'ai des loisirs, je fais du sport aussi, voilà, ça c'est des choses que j'aime bien aussi. Donc voilà un peu comment j'occupe mon temps à côté. Ok. Et la dernière question. Alors ça c'est vraiment une question subjective. À ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou qui ne commence jamais ? Alors très très bonne question. Un élément, un trait de caractère. Il y a 3 traits de caractère qui me viennent à l'esprit. Allez, donne-nous celui qui te. Allez, le numéro 1 pour moi c'est la persévérance. D'accord. Pourquoi je dis ça ? Parce que en fait pour réussir
Au début, quand il est important de visiter pas mal de biens, au début en tout cas. D'accord, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, ouais, Voilà. en visiter beaucoup et rapidement. Et rapidement, parce que ça vous permet vraiment de sentir les choses, de voir est-ce que ça c'est une bonne affaire ou ça c'est pas une bonne affaire. Et c'est en visitant beaucoup de biens que vous allez tomber sur les bonnes affaires. Parce que vous allez rencontrer des gens, parce que vous allez vous allez avoir l'œil de l'investisseur qui va vous permettre de trouver les bijoux, quoi. D'accord, ok. Ouais, non, c'est vraiment un super, c'est vrai, la persévérance, un trait de caractère qui peut se travailler aussi, hein, tout simplement. Voilà. Bon allez, j'en rajoute 2 rapidement, hein. Mais je vais pas détailler. Non, Si, allez, juste la curiosité aussi, parce que c'est important de se former, d'apprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans l'immobilier. Et après, le dernier trait de caractère, je dirais le passage à l'action aussi, le fait d'être proactif. D'accord. Ouais, le passage à l'action, c'est vrai. C'est parfois ce qui bloque au départ pour le premier investissement par peur, etc. Mais en prenant des petites actions, comme tu disais tout à l'heure, la première, allez commencer à visiter, ça coûte rien. Vous n'allez pas déranger quiconque, c'est leur travail de vous faire visiter et ça permet de se mettre dans le bain et d'avoir envie d'aller voir un peu plus loin, quoi. Donc effectivement. Voilà. Ouais. Ok. Pour finir, je voulais savoir, je sais que tu as également un lieu où tu exprimes et où tu partages ton expérience de la location meublée étudiante. Alors du coup, est-ce que tu veux nous dire juste l'adresse et puis ce que les gens peuvent y trouver? Avec plaisir. En fait, comme on me pose souvent des questions sur l'immobilier, j'ai créé un blog l'année dernière. Il s'appelle Campus Invest. Donc, je pense que tu pourras mettre l'adresse. Tout à fait, je mettrai l'adresse dans les notes. Campusinvest.fr, c'est ça? Ça, campus-invest.fr. D'accord. Et donc, vous y trouverez plein d'articles sur le meublé étudiant et sur l'immobilier en général. Vous y trouverez des guides gratuits, des interviews. Enfin, il y a vraiment plein de contenus intéressants, je pense, pour débuter et même pour se perfectionner. Il y a vraiment de quoi apprendre beaucoup. Je confirme. Bon écoute, merci beaucoup Eric pour avoir partagé cet épisode avec nous et avec les auditeurs et puis à très bientôt alors. À très bientôt et merci Bruno à toi pour ton invitation. Ouais, de rien, salut. Salut, à bientôt. Waouh, quel épisode! Beaucoup d'informations très pertinentes pour investir dans les studios étudiants. J'espère que vous avez pris des notes. En tout cas, si ça vous a plu, la seule manière pour moi d'avoir un retour, le seul moyen pour moi d'être payé, c'est par votre gratitude. Alors chaque avis que je reçois sur la plateforme iTunes est comme une petite victoire, comme un petit booster pour continuer à dédier du temps sur ce podcast. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas timide, dites-moi ce que vous en pensez et cela permettra de donner plus d'influence à cette émission. Encore une fois, vous n'êtes peut-être pas devant votre ordinateur, mais un petit moyen mémotechnique, la prochaine fois que vous allez sur le bon coin, pensez à moi, pensez au podcast Investimo Club et faites un petit crochet vers iTunes pour poser un commentaire. Voilà, c'est tout pour moi. À très bientôt. Ciao. Vous écoutez le podcast Investimo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.